À tous. Merci beaucoup de nous, de, nous, de nous avoir rejoints pour ce petit moment d'échange organisé par Osons le Progrès, donc think tank progressiste qui essaye de déterminer le progrès en politique. Et on se pose une question un petit peu particulière aujourd'hui, qui est celle de l'état d'urgence et de la protection des libertés fondamentales. Donc, on va échanger aujourd'hui avec Karine Roudier, qui est enseignante-chercheur, qui est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon, qui est spécialisée en droit constitutionnel, contentieux constitutionnel, et plus particulièrement sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, à savoir donc l'état d'urgence, dans un contexte qu'il a fait connaître sous d'autres auspices, puisque c'était plutôt un contexte sécuritaire, alors qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'un contexte sanitaire, et on va voir en quoi est-ce qu'il y a des connexions ou des différences, et surtout, on va revenir sur qu'est-ce que l'état d'urgence, qu'est-ce qu'une liberté fondamentale, dans quelle mesure est-ce qu'on peut se permettre d'y porter atteinte. Donc, bonjour Karine, et merci d'être là. Je propose Bonjour. de faire une rapide introduction, puis après, je vous passerai la main, Karine, comme on a échangé, pour essayer de clarifier un petit peu les éléments du débat. Alors, je vais commencer, vous reconnaîtrez peut-être la phrase, par une citation que j'ai reprise dans une interview de Rue 89 de 2017, et je trouve que cette citation, bien que datant de 2017, pose particulièrement le débat. Je cite, « La seule solution aujourd'hui qui nous garantit de ne pas aller droit dans le mur, c'est que chacun puisse au moins s'interroger sur le bien fondé des choses. Ce n'est pas forcément être naïf que de dire ce n'est pas bien ce que nous sommes en train de faire, c'est juste se poser la question est-ce que cette loi nous sera utile ?» Et c'est bien une phrase de notre invité qui avait été prononcée en 2017, donc là aussi dans un contexte plutôt d'urgence sécuritaire, mais qui est toujours importante puisque cette question ne postule pas que ce qui est fait est nécessairement mauvais ou bien, mais invite à se poser la question de la proportionnalité, notamment quant à l'atteinte pérenne aux libertés fondamentales. La question de l'urgence, elle se pose parce que du contexte sanitaire au contexte terroriste, en passant par les épisodes des Gilets jaunes, des circonstances exceptionnelles ont émergé ces dernières années avec une certaine récurrence et avec une certaine prégnance qui trouve à s'accélérer. Donc pour répondre à ces circonstances, des mesures elles-mêmes exceptionnelles ont été prises avec la multiplication d'états d'urgence ou tout du moins l'application d'un droit non ordinaire versus un droit qui serait ordinaire, qui trouve à s'appliquer tous les jours, et en témoigne par exemple la permanence de l'application du plan Vigipirate. Ces droits d'exception ont une constante, il s'agit de maintenir l'ordre public, et pour ce faire, en prenant le risque de porter atteinte à un certain nombre de libertés fondamentales, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion, la liberté de presse, et en posant la question, en mettant entre parenthèses parfois certains autres droits et libertés, qui ne sont pas forcément fondamentaux, mais qui trouvent à avoir une importance cruciale aujourd'hui, comme le secret médical, la liberté d'être vacciné ou non. Aujourd'hui, on peut se poser 4 natures de questions. Tout d'abord, on entend souvent cette rengaine, on ne peut pas vivre dans un état d'urgence permanent. C'est une rengaine qui a commencé donc dans le contexte sécuritaire duquel je parlais tout à l'heure, notamment suite aux attentats de 2015. Et effectivement, la tendance serait donc de dire on doit revenir dans une situation ordinaire, mais comme on n'est toujours pas dans des circonstances complètement normales, on va basculer un certain nombre de mesures extraordinaires dans le droit ordinaire. Et donc, on va vivre non plus sous un état d'urgence, mais on va intégrer les mesures de cet état d'urgence dans notre mode de vie quotidien. Ceci pose effectivement la question de la mesure dans laquelle on peut restreindre durablement des libertés au nom de la sécurité sanitaire ou de la sécurité physique de nos concitoyens. Et cet échange a eu une actualité forte avec notre fameuse loi de sécurité globale, puisqu'on a entendu le gouvernement lui-même douter de la constitutionnalité de la mesure. Ceci d'ailleurs, et c'est ce que l'on suggère dans la note, je vais vous remettre le lien d'ailleurs dans la discussion de cette conférence, la note donc, sur l'état d'urgence permanent d'Osons le Progrès, où on se pose la question du rôle du Conseil constitutionnel pendant le débat législatif. Le Conseil constitutionnel intervient après l'adoption de la loi. Là, on a un gouvernement qui se pose pendant les débats la question de la constitutionnalité. Pourquoi ne pourront-on pas saisir le Conseil constitutionnel d'emblée? Première question, donc, peut-on vivre dans un état d'urgence permanent? Deuxième question.
La question que soulève l'état d'urgence, c'est une question démocratique. L'urgence permet-elle ou doit-elle exister, enfin doit-elle porter atteinte aux libertés? L'urgence permet-elle tout? Tout dans le cadre d'un contrôle démocratique. Aujourd'hui, on voit qu'on parle d'un troisième confinement et que de plus en plus de voix s'élèvent au titre de la santé psychologique, au titre de l'atteinte durable aux libertés. Donc, à quelle intensité la volonté légitime autoritaire peut-elle outrepasser le débat démocratique? Cette question, d'ailleurs, sera essentielle à l'aune de la question sur l'urgence climatique. Beaucoup estiment qu'on n'atteindra pas la transition écologique sans autoritarisme, sans atteinte pérenne aux libertés fondamentales. Cette deuxième question, c'est donc quel est le contrôle démocratique que l'on doit mettre, sachant que ce contrôle démocratique en France, il passe souvent par le contrôle parlementaire. D'un point de vue juridique, troisième question, on voit qu'il y a plusieurs situations exceptionnelles. Un droit d'exception. On a l'état de siège, on a la loi de 1955 sur l'état d'urgence, on a la loi de 2020 sur l'état d'urgence sanitaire, on a le plan Vigipirate, et tous ces cadres ont la faculté de porter atteinte aux libertés protégées par le bloc de constitutionnalité. Pourtant, un seul état d'exception est prévu par la Constitution, celui de l'article 16, dont l'objet est d'élargir les pouvoirs du président de la République. Cet article, on ne l'a appliqué qu'une seule fois, c'était pour la guerre d'Algérie. Donc on voit bien qu'on peut atteindre des libertés protégées par la Constitution par des textes qui eux-mêmes ne sont pas prévus par la Constitution. Quatrième et dernière question, c'est celle de la responsabilité. Déclarer l'état d'urgence est un acte politique grave. Et d'ailleurs, souvent, c'est le président de la République lui-même qui est à l'origine de la déclaration d'un état d'urgence pour permettre la conduite des affaires et donc la faculté à trouver des solutions face à cette urgence. Et c'est là où la note que l'on a produite renvoie également à la notion de dictateur romain, puisque c'est celui qui est habilité à mettre entre parenthèses, sous contrôle législatif, les libertés pour conférer un pouvoir renforcé au consul qui devient alors le dictateur. Mais est-il sain que le contrôle ne soit pas renforcé, notamment par un collège politico-traditionnel capable, en cas d'atteinte excessive, d'engager la responsabilité du gouvernement, voire du chef de l'État lui-même, qui donne finalement son aval à cet état d'urgence? On se souvient en effet que nos fameux dictateurs romains, souvent, ont fini par prendre le pouvoir de manière définitive, entrant donc dans une tyrannie. La question de l'engagement de la responsabilité du président de la République en cas d'atteinte pourrait être donc intéressante, et c'est d'ailleurs possible dans la Constitution, puisqu'il y a maintenant une, une procédure d'impeachment à la française. Alors, autant de questions qui ont mené aux de progrès à produire la note, et autant de questions qui nous ont conduits à organiser cet échange avec Karine Roudier, pardon, excuse-moi. Donc, comme je le disais, maître de conférence à l'IEP de Lyon, et précisément sur ces questions d'état d'urgence. Donc, Madame Roudier, merci tout d'abord de votre présence, et je vous propose quelques questions d'encadrement d'abord pour la suite de notre échange. Tout d'abord, il y a plein de notions, on parle d'état de droit, d'état d'urgence, de régime d'exception, on parle de liberté fondamentale, on parle de situation exceptionnelle. Je vous propose dans un premier temps que nous revenions rapidement sur les définitions pour que l'on parle des bonnes choses et des mêmes choses. Je vous propose également de nous expliquer un petit peu quel est le cadre existant. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme différents régimes? Comment est-ce qu'on les applique? Et est-ce qu'on les applique souvent ou non? Alors, troisième point qui est sur le débat sur la constitutionnalisation, ce que nous proposons dans la note d'Osons le progrès. En fait, Osons le progrès ne fait qu'emboîter le pas à un débat plus ancien, puisque la question de créer, de faire une réforme constitutionnelle prévoyant un état d'urgence a déjà été lancée, notamment dans le contexte sécuritaire des années post-2015. Et enfin, sur votre propre pensée, quelles seraient vos recommandations, quelles seraient, en tant que chercheuse, votre point de vue sur l'encadrement de l'état d'urgence au profit de la liberté? Et je sais que vous aviez un temps travaillé également sur l'émotion, et comment est-ce que l'on peut bien prendre une loi dans le cadre de l'émotion? Est-ce que finalement, démocratiquement, on a le droit de prendre le temps? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre le temps, de prendre du recul pour éviter justement l'empire de l'émotion dans la prise de décision? Je vous remercie pour cette rapide
le temps pour cette rapide introduction et je vous laisse du coup le temps, Karine, d'exposer un petit peu ces différents points et merci à toutes et tous. Merci pour toutes ces questions très riches. Je ne sais pas combien de temps nous avons, mais nous pourrions en parler véritablement des heures et des jours entiers. En tout cas, on va essayer, je vais essayer déjà de vous donner quelques éléments principaux et puis ensuite je répondrai peut-être à d'éventuelles questions pour préciser mes propos si besoin. Merci pour votre invitation. Le sujet est passionnant. Moi, j'ai commencé à y travailler après les attentats de 2001. J'ai fait une thèse sur la question de l'équilibre parce que c'était vraiment un des éléments qui m'avait marqué dans les réactions post-11 septembre 2001. Et depuis que j'ai soutenu ma thèse, on m'avait annoncé au moment de la soutenance que le sujet était dépassé et malheureusement, il ne l'est pas puisqu'il est sans cesse renouvelé et l'état d'urgence en 2015 l'a très, très largement renouvelé. Pour essayer dans un premier temps de vous donner quelques définitions, on peut déjà commencer par la définition relative à l'état d'exception, puisque c'est un des thèmes principaux de notre intervention ce matin. Un état d'exception, il est par essence une parenthèse dans une organisation étatique et encore plus dans une organisation étatique qui se réclame état de droit démocratique ou état de droit constitutionnel. Pourquoi est-ce que c'est une parenthèse? Eh bien parce que l'état d'exception, par essence, par définition, a pour objectif de permettre à l'État de survivre à une situation de crise extraordinaire, d'une gravité extrême. Et par une revisite de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, par une réduction ou un aménagement beaucoup plus drastique des droits et des libertés, l'État va pouvoir affronter cet état de crise, cet état tout à fait extraordinaire qui peut le mettre en péril. Donc l'état d'exception, il a cette vocation de revoir l'organisation des pouvoirs, de repenser le régime des libertés dans leurs garanties, dans leur degré d'exercice. Et il est surtout conçu pour être d'une application la plus courte possible. Et c'est véritablement, je pense, ce caractère de parenthèse qui devrait être le guide dans toute application d'un état d'exception. Par rapport à un panorama très rapide que l'on peut avoir avec différents pays, différentes organisations, on s'aperçoit que post-Seconde Guerre mondiale, les choix des États ont été assez variés dans le fait de prévoir ou pas un état d'exception dans leur texte constitutionnel. Vous avez par exemple la France, alors pas en 1946 avec la 4e République, mais en 1958, qui fait le choix d'en mentionner deux dans sa constitution, l'article 16 et l'état de siège, mais on sait très bien que le contexte de la transition constitutionnelle justifiait un petit peu cette prévision. Vous avez l'Italie, en revanche, qui fait le choix de ne pas du tout inscrire un quelconque régime d'exception dans son texte. Ça fait l'objet de débats constituants, mais tout simplement parce que les constituants italiens, à ce moment-là, estiment que c'est de la folie que de donner déjà dans le texte constitutionnel les moyens de contourner les règles issues de la Constitution, à savoir l'organisation des pouvoirs et un certain nombre de garanties de droits et de libertés. Au niveau du Conseil de l'Europe, 1950, rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme, on fait un choix différent et on le justifie par réalisme par rapport à ce qui était possible de voir survenir dans la vie des États. Et on a un article 15 dans la Convention européenne des droits de l'homme qui permet aux États de demander une dérogation exceptionnelle au respect de certains articles de la Convention. C'est ce que plusieurs pays membres du Conseil de l'Europe et qui ont ratifié la Convention ont fait, à savoir le Royaume-Uni et la France d'ailleurs en 2015 après la déclaration de l'état d'urgence. Donc on voit bien que ce débat de prévoir déjà un état d'exception dans le texte constitutionnel ne fait pas consensus, réalisme pour certains, folie pour d'autres.
On est vraiment là dans un choix qui relève d'une stratégie et d'une conception de l'organisation de son État au moment de la rédaction de la Constitution ou au moment où on va modifier ce texte constitutionnel. Et j'y reviendrai avec votre troisième question sur quid d'une constitutionnalisation de l'état d'urgence aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la définition de l'état d'exception, il faut bien retenir que par essence, il revisite les libertés et il revisite l'équilibre des pouvoirs. Lorsque on va en revanche sur les états d'exception qui sont prévus en France, on a donc l'article 16 de la Constitution de 58, qui a été prévue véritablement pour permettre à Charles de Gaulle, au moment de la rédaction de la Constitution, d'avoir les mains très libres pour gérer une dégénérescence du conflit algérien, ce qu'il fera en 1961 sur une durée qui aura été d'ailleurs très excessive par rapport à la crise que la déclaration de ses pleins pouvoirs était censée gérer. On a également l'article 36 qui mentionne l'état de siège, mais qui a ensuite un développement beaucoup plus précis dans le Code de la défense, aux articles L 2121-1. Donc on a une simple mention de cet état-là. L'état de siège n'a jamais été déclaré en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa présence dans la Constitution est plutôt une mention à l'histoire. Là aussi, peut-être une issue possible, une solution possible à la gestion de certaines crises, mais bon, en tout cas, aucune application. Et on a, quelques années avant l'adoption de la Constitution de 1958, la rédaction d'un état d'exception législatif qui permet à ce moment-là, au moment où on rédige la loi qui sera adoptée et promulguée le 3 avril 1955, on est dans la rédaction d'un texte qui va permettre la résolution du conflit algérien. On est vraiment dans une loi qui a été très contextualisée au moment où elle a été pensée à ce stade-là de notre histoire. Et on a cette loi qui est restée, en tout cas dans l'ordre juridique, et de par plusieurs applications, et notamment une application en 1985 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu la possibilité de demander au Conseil constitutionnel si cette loi, adoptée en 1955 avant l'adoption de la Constitution de la Ve République, était encore applicable dans notre ordre juridique de la Ve République. Et le Conseil constitutionnel a estimé qu'elle l'était encore applicable puisqu'il n'y avait pas eu d'abrogation implicite de cette loi par l'adoption d'une nouvelle Constitution. Donc, cette loi de 55, elle aura reçu plusieurs applications dans le cadre du conflit algérien. En 1955, en 1958 et en 1961, on a eu une double application d'état d'exception en 1961, à savoir l'article 16 et doublement avec l'état d'urgence pendant plusieurs mois, 22 avril 61, 24 octobre 62, pour cette double application. On a eu ensuite 3 applications de la loi de 55, hors conflit algérien, 1985, ce que je vous le disais il y a un instant, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, 12 janvier, 30 juin, donc plusieurs mois. 2005, par rapport à ce que l'on a dénommé l'émeute des banlieues, une application circonscrite sur le territoire, puisque seuls 25 départements ont été concernés par cette application. Application du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006. Déjà début décembre, certaines voix s'étaient élevées sur l'absence d'utilité de maintenir l'application de cet état d'urgence, et le président de l'époque, Jacques Chirac, avait justifié son maintien pour assurer des fêtes de fin d'année les plus calmes possibles, ou en tout cas avoir les moyens de gérer différents événements s'ils venaient à survenir pendant cette période-là. Mais les fêtes de fin d'année passées, il a levé l'état d'urgence. Et puis, effectivement, 2015, avec une application la plus longue que l'on ait connue jusqu'à ce jour, à savoir 23 mois, du 13 novembre 2015 au 1er novembre 2017. Et on voit bien que cet état d'urgence, loi 55, il a été tout à fait perverti dans sa conception
Et au regard de ce que l'on appelle un état d'exception, puisque, comme je vous le disais en insistant en préambule, l'état d'exception est véritablement censé être d'application la plus courte possible, alors que, à partir de 2015, il a été appliqué en France et dans les territoires d'outre-mer, quasiment 2 ans. Donc, on a là un paradoxe profond et qui sans doute va justifier toute une dégénérescence de l'appréhension de ce qu'est un état d'exception dans un état de droit, dans un état démocratique. Et je pense que c'est un des points les plus essentiels qu'il faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous piégés, et les gouvernants le sont d'autant plus, mais nous sommes tous piégés par rapport à cela. Je m'explique. Par rapport au choix de déclarer l'état d'urgence dans la nuit du 13 novembre 2015, il y a eu quelques voix qui se sont élevées plutôt contre ce choix-là, mais la déclaration à ce moment-là, dans la nuit du 13 novembre, après le choc généré par la série d'attentats, pouvait être justifiée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a si on remonte quelques temps plus avant que le 13 novembre 2015, il faut se souvenir qu'on a adopté le 13 novembre 2014, donc quasiment une année, avant ces attentats du 13 novembre, on a adopté quasiment 15 lois antiterroristes depuis celle de septembre 1986. Donc ça fait un nombre de textes considérables qui ont constitué au fil du temps ce que l'on a appelé un arsenal antiterroriste. Et dans le cadre de la loi du 13 novembre 2014, l'étude d'impact et la présentation de ce texte de loi par le ministre de l'époque présentaient l'arsenal antiterroriste français comme un des plus efficaces d'Europe, voire même peut-être du monde. Parce qu'il faisait le fruit d'une expérience avant 2001, avant même cette prise de conscience d'un terrorisme qui s'était globalisé, qui s'était véritablement mondialisé, globalisé, un hyper-terrorisme, pour reprendre la qualification par certains observateurs. Donc un socle antiterroriste qui s'était véritablement construit dans le temps. Et l'étude d'impact de cette loi, s'enorgueillait d'avoir construit ce socle antiterroriste sans jamais basculer dans des mesures d'exception qui mettraient de côté l'autorité judiciaire. Et effectivement, à ce stade, on a vu un socle antiterroriste qui s'est perfectionné, qui a été sans cesse de plus en plus contraignant pour les libertés, mais c'était un petit peu un objectif de lutte contre le terrorisme jamais atteint, qui justifiait cet aménagement toujours un peu plus poussé, et une volonté donc de trouver à chaque fois les meilleures solutions par rapport à cet objectif poursuivi. Lorsque cette loi est adoptée le 13 novembre 2014, avec quelques modifications encore du code pénal et du code de procédure pénale, on estime avoir réussi à donner, en tout cas, à nos forces de l'ordre et à notre système judiciaire, les outils pour faire face à ces différentes évolutions du terrorisme, les jeunes qui partent à l'étranger avec une interdiction de sortie du territoire. Et la loi du 13 novembre faisait aussi écho à la tuerie du musée juif de Bruxelles quelques mois avant. Donc on avait l'impression d'avoir réussi quand même à contrer les dernières manifestations, les dernières formes de manifestation du terrorisme. Et lorsque surgissent les attentats de janvier 2015, évidemment, le gouvernement se retrouve un petit peu sans réponse législative, normative immédiate. Alors que, si on reprend encore une fois le fil de notre histoire, on s'est aperçu qu'à partir des années 2008, surtout, on a véritablement eu une réaction de un fait, une loi. Alors certes pour le terrorisme, mais d'une manière beaucoup plus générale. Donc, en janvier 2015, on a Manuel Valls qui fait un discours à l'Assemblée nationale en disant qu'il va falloir répondre, réagir à ces actes sans jamais aller sur le terrain de mesures d'exception, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, mais jamais
de mesures d'exception. Je vous résume son propos, mais ce sont vraiment les mots qu'il a employés. Et évidemment, il ne pouvait pas, le gouvernement, proposer une nouvelle loi antiterroriste. La dernière n'avait pas encore reçu tous ses décrets d'application. Donc, il y a un autre moyen qui est trouvé à l'époque, c'est la loi renseignement qui sera adoptée en juillet 2015 et qui va illustrer une forme de glissement, de déplacement de la réponse au terrorisme, puisque après avoir construit par plus d'une douzaine de lois un socle antiterroriste très efficient dans le code pénal, code de procédure pénale et à travers des outils donnés aux forces de police judiciaire et à l'autorité judiciaire, la loi du 24 juillet 2015, loi renseignement, elle officialise le fait qu'on va de plus en plus administrativiser la lutte contre le terrorisme en donnant des pouvoirs conséquents à l'exécutif, puisque la loi renseignement va mettre de la transparence sur l'activité des services, mais va permettre la mise en œuvre de techniques de surveillance sur accord du Premier ministre, avec l'avis certes euh, une consultation d'une commission, mais en tout cas, c'est l'avis du Premier ministre qui prime par rapport à cette mise en place de systèmes de surveillance. Et lorsque arrivent de fait les attentats du 13 novembre 2015, on est évidemment dans une impasse au niveau gouvernemental quant à la réponse à donner. Et on est, par rapport à une des questions que vous me posez sur est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le droit de réfléchir avant d'agir au moins normativement, la question elle se pose, mais à ce stade-là de notre histoire, on s'aperçoit que pour le pouvoir exécutif en place à ce moment-là, on est dans une réaction et il faut répondre. Une petite parenthèse anecdote, puisque vous l'avez mentionné, je suis maîtresse de conférence à Sciences Po Lyon et nous avons comme président de notre conseil d'administration un conseiller d'État, Gilles Le Châtelier, qui était au moment des attentats de janvier 2015 directeur de cabinet de Christiane Taubira. Et il nous a raconté en conférence, donc les propos sont libres de droit, je peux vous les transmettre et les retranscrire. Il nous racontait qu'au moment où Manuel Valls apprend la tuerie de la rédaction de Charlie Hebdo, Christiane Taubira et Gilles Le Châtelier sont dans les bureaux de Manuel Valls et ce dernier demande quelle est la réaction possible, est-ce que l'état d'urgence pourrait être déclaré et la réponse des juristes est de dire non, parce qu'à ce moment-là, après la tuerie de la rédaction de Charlie Hebdo, on est dans une attaque qui est encore très circonstancielle, en tout cas qui est très limitée au niveau de la population. En revanche, si l'attaque était beaucoup plus d'ampleur, à ce moment-là, ce serait envisageable. Et on comprend avec cette petite explication anecdotique de janvier 2015 la réaction, du moins en tout cas dans la déclaration de l'état d'urgence. Et si on fait fi du débat de est-ce que la déclaration elle était opportune ou pas, on peut en tout cas reporter la vraie interrogation et ressentir le vrai piège à partir de la deuxième prorogation, celle de février 2016, puisque déclaré le 14 novembre officiellement, l'état d'urgence devait recevoir une première prorogation par la loi dans les 12 jours et ce sera fait à partir du 20 novembre 2015. Et à partir de février 2016, on s'aperçoit que on est rentré dans un vrai piège puisque Jean-Jacques Urvoas à l'époque dit bien qu'il y a un essoufflement des mesures qui ont été adoptées sur la base de la loi de 55 modifiée et notamment les perquisitions administratives. Toutes les informations qui devaient être vérifiées par les services de renseignement l'ont été. Et là, on arrive dans un choix. Et là, on est dans un choix qui est politique et démocratique et de responsabilité par rapport au message que l'on envoie. Et il me semble qu'à partir du choix du maintien de la prorogation, on a perverti la notion de l'exception dans notre société parce qu'on l'a à la fois, et progressivement au fil de chaque prorogation, on l'a à la fois banalisé en expliquant que c'était pas si grave de vivre en état d'exception, que finalement ça ne concernait que quelques personnes et que on pouvait tout à fait bien vivre en état d'exception.
Et ensuite, on l'a pérennisé parce qu'on a fait comprendre à l'ensemble des citoyens que cette exception-là, elle était nécessaire pour continuer à vivre. Et il me semble qu'on arrive sur le point crucial de la perversion, de ce qu'est un état d'exception dans sa théorie, comme je vous le mentionnais en préambule, et dans ce choix de maintenir un état d'exception dans notre ordre juridique, puisque un état d'exception dans sa théorie, c'est fait pour survivre. Et à partir de 2016, on a fait comprendre que l'état d'exception, il était utile pour vivre. Et toutes les décisions ensuite qui ont découlé sont dans cet esprit. Et on voit très bien qu'on a justifié le maintien de l'état d'exception de l'état d'urgence à ce moment-là, pour organiser toute une série d'événements qui, si on était véritablement en temps de guerre, comme le président nous l'avait dit le 16 novembre 2015 devant le Congrès, n'auraient pas dû avoir lieu, n'auraient pas dû être organisés. Et on a ensuite justifié le maintien de l'état d'urgence pour permettre au droit commun d'être doté de moyens plus utiles, plus performants encore et toujours, pour lutter contre le terrorisme. Et puis, apothéose de la contradiction qui s'est créée à ce moment-là de notre histoire, c'est qu'on a eu véritablement le choix d'un état d'exception par nature temporaire pour lutter contre des actes de terrorisme qui, eux, sont certes épisodiques, peuvent être réguliers, mais ont vocation à se répéter dans le temps. Donc on est dans le choix d'un moyen temporaire pour lutter contre un problème qui est déjà ancien dans notre histoire, qui est international et qui va se répéter. Lorsqu'on lit la déclaration du gouvernement français au Conseil de l'Europe pour demander justement l'autorisation de déroger à certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme, on est dans un aveu de la contradiction, puisque la déclaration est rédigée en ce sens-là. Nous demandons une dérogation, car nous devons utiliser cet état d'exception pour lutter contre la menace durable que représentent les actes de terrorisme pour l'État français. Donc on est véritablement sur quelque chose de très très complexe. Pour revenir aussi au choix de cet état d'urgence au moment des attentats de 2015, on est dans finalement un éventail qui est assez réduit pour le gouvernement parce que les pouvoirs publics fonctionnent de manière régulière et à ce moment-là, on ne peut pas mettre en œuvre l'article 16 avec les pouvoirs exceptionnels du président de la République, parce que si vous regardez la Constitution, vous noterez que l'article 16 peut être mis en place lorsqu'il y a deux conditions cumulatives qui se présentent, à la fois les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux se trouvent menacées d'une manière grave et immédiate. Et deuxième condition, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Donc ça, c'est pour l'article 16. Pour l'article 36, il faut un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Et à ce moment-là, on ne qualifie pas ces attaques d'insurrection armée. Donc les deux régimes d'exception constitutionnelle ne peuvent pas être appliqués. Et si on revient à une des conditions de l'article 16, celle du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, on peut constater que cette condition-là n'est pas remplie. Le Conseil des ministres, un Conseil des ministres extraordinaire, se tient dans la nuit du 13 novembre. Le Congrès se réunit le 16 novembre pour écouter le discours du président. Donc on voit bien que le seul moyen, en tout cas, de réagir de manière un peu forte, c'était ce choix de l'état d'urgence loi de 55. Lorsque on arrive sur la situation de la crise sanitaire l'an passé,
les différents observateurs que nous sommes avons beaucoup interrogé ce choix de créer un énième état d'exception législatif avec une modification temporaire du Code de la santé publique, puisqu'elle est censée, elle était censée, cette modification, prendre fin en avril 2021. Elle sera sans doute repoussée. Pardon, je ne sais pas si c'était une question ou... Non, je pense que c'était un micro qui s'était Juste, réouvert. d'accord, très bien. N'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez que j'aille un tout petit peu plus vite. Par rapport au choix de l'état d'urgence et de choisir un état d'urgence sanitaire en mars dernier, certains, en tout cas, ont interprété ce choix-là comme une volonté de ne pas faire revivre l'état d'urgence sécuritaire dans les esprits et de choisir quelque chose qui était plus adapté à ce nouvel ennemi que nous devions affronter, à savoir un virus. Donc, le choix de traiter la gestion de l'épidémie à travers un état d'exception, elle peut tout à fait se comprendre à travers le choix d'avoir de toute façon banalisé et pérennisé l'exception dans notre fonctionnement. Lorsque vous, donc, je passe à un autre point, sauf si vous voulez quelques précisions. Je me posais juste une question, c'est Bien dans sûr. quelle mesure y a-t-il un contrôle de proportionnalité sur les lois d'état d'urgence quand elles sont activées? Alors, il ne peut y avoir contrôle de proportionnalité que s'il y a saisine du juge, et notamment du juge constitutionnel. Je crois que c'est quelque chose que vous notez d'ailleurs dans votre note sur peut-on sortir de l'état d'urgence permanent. Le Conseil d'État, il est consulté dès lors qu'il y a un projet de loi de prorogation de l'état d'urgence, et il est à ce moment-là consulté, comme le veut la procédure législative, au titre de son rôle, non pas contentieux, mais de conseiller du gouvernement. Et il a rappelé d'ailleurs que il fallait que l'ensemble des mesures soient appliquées avec la proportionnalité. Mais on est dans un avis, purement et simplement. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi et ne peut pas s'autosaisir. Et ça, c'est peut-être une voie à étudier ou, comme vous l'avez mentionné, peut-être entraîner l'autosaisine, non pas à sa propre initiative, mais l'autosaisine dès lors qu'il y a une application de ce que l'on appelle un état d'exception, une prorogation d'état d'exception. Ça pourrait être véritablement quelque chose d'intéressant. Il faudrait être très clair sur les termes de cette autosaisine, mais ça pourrait être intéressant parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire, le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi a priori, c'est-à-dire entre l'adoption de la loi par le Parlement et la promulgation par le chef de l'État, dans le cadre de l'adoption d'une loi ou antiterroriste dans des moments d'émotion, type loi du 15 novembre 2001, ou alors là, dans le cadre de l'état d'urgence, loi 1955 en novembre 2015. Et à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle loi de prorogation, le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi. Donc, en cela, on peut justement regretter que le contrôle de proportionnalité ne soit jamais exercé. On peut en revanche se réjouir que depuis la dernière révision constitutionnelle de 2008, l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité a permis, au moins a posteriori, la saisine du Conseil constitutionnel. Mais, et alors là, je déborde peut-être un peu sur une autre question, mais ça me paraît très intéressant de le rappeler, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses décisions QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, sur certaines dispositions de la loi de 1955 telles que modifiées, a parfois déclaré des dispositions inconstitutionnelles. Mais là où c'est très intéressant, mais aussi assez grave, c'est que régulièrement, il a reporté l'inconstitutionnalité de la disposition à une date ultérieure, comme l'article 62 le lui permet. Et il a reporté l'inconstitutionnalité de la disposition, souvent à une date où l'état d'urgence n'était plus censé être en vigueur. Et à ce moment-là, on comprend un double message, à la fois que certaines dispositions
de la loi de 55 ne respectent pas de manière proportionnée certains droits ou libertés, mais pour autant, au vu du contexte et au vu de l'insécurité juridique que générait l'application immédiate de la déclaration d'inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter l'effet de la décision. Et on est à ce moment-là dans une perversion du rôle du Conseil dans sa fonction de contrepoids. Et véritablement, ça laisse songeur, parce qu'on peut penser que les contre-pouvoirs sont à la fois mis sous pression dans des contextes pareils, donc déjà s'autorégulent en quelque sorte dans leur fonction, mais là, c'est véritablement un repli spontané du Conseil constitutionnel que de reporter cette décision d'inconstitutionnalité. Et un autre point vraiment extrêmement important, et peut-être l'aviez-vous noté à l'époque, mais lorsque on est dans l'examen de la loi de prorogation de l'état d'urgence en novembre 2015. Donc c'est en 3 jours, hein, c'est 19 novembre et 20 novembre, enfin 18, 19 et 20 novembre 2015. Manuel Valls se présente devant les sénateurs le 20 novembre 2015 et va leur expliquer en quoi est-ce que il est absolument impératif de voter cette loi de prorogation qui modifie et actualise de manière substantielle la loi de 1955, qui était encore un petit peu pensée avant l'euro. Par exemple, les amendes étaient encore prévues en francs, donc il fallait un petit peu remettre un coup de neuf sur cette loi. Il leur explique que c'est absolument important et il leur explique qu'il ne faudrait surtout pas saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il faut aller vite. C'est la première chose qu'il leur dit. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a des risques d'inconstitutionnalité. Et par rapport à ces deux mentions, du Premier ministre qui est devant les sénateurs et qui leur demande d'aller vite et de contrer les risques d'inconstitutionnalité en ne faisant pas en n'actionnant pas un des contrôles les plus importants de l'organisation démocratique, évidemment, on reste tout à fait perplexe, sidéré, et on comprend aussi que le projet de loi pour constitutionnaliser l'état d'urgence qui est déposé un mois après à l'Assemblée nationale, il n'est pas forcément fait pour éclaircir un régime d'exception et mieux le cadrer. Il est au contraire plutôt fait pour permettre de contrer un certain nombre d'inconstitutionnalités manifestes. Et évidemment, c'est un des moments de notre histoire qui est très fort et qui en dit long sur comment est-ce que le gouvernement, l'exécutif, conçoit le rôle des contrepoids. Allez-y, je crois Merci que vous beaucoup. vouliez. Oui. Donc, je vais proposer un petit tour de questions pour ceux qui en auraient. Donc, comme ça, juste, je me dis c'est assez sidérant parce qu'on parle souvent d'une crise démocratique, notamment avec des citoyens qui ne se sentent plus représentés, qui ont de nouvelles revendications. Mais en fait, ça c'est, on va dire, une crise démocratique par la masse, mais on voit aussi une crise démocratique un peu par l'élite, avec un pouvoir exécutif qui doute de plus en plus dans le contrôle démocratique, pourtant constitutionnel. C'est à se dire que, alors qu'on est dans des régimes qui sont plutôt libéraux, au sens large du terme, finalement, c'est l'illibéralisme institutionnel qui trouve à s'appliquer de plus en plus, ce qui me laisse imaginer si les régimes devenaient eux-mêmes illibéraux, les partis majoritaires, dans un cadre lui-même illibéral. Ce qui pose vraiment la question d'une crise démocratique et systémique, et ce qui renvoie à la proposition que nous faisions dans la note. Donc, on verra s'il y a d'autres questions, sinon j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, qui était de se dire, quand il y a état d'urgence, à ce moment-là, on explique exactement pourquoi l'état d'urgence, quelles sont les circonstances qui le justifient, et au regard de ces circonstances, quelles sont les libertés et droits fondamentaux auxquels on va pouvoir porter atteinte. Ce qui permet finalement de donner comme, j'allais dire des rails, hein, Oui. vous voyez, par mon job, mais en tout cas, le côté d'avoir des rails, et on sait que quand on déraille, précisément, on porte atteinte à une liberté fondamentale dont l'atteinte n'est pas justifiée par les circonstances, et à ce moment-là, donc, question de la responsabilité du chef de l'État ou du chef du gouvernement. Donc voilà, cette question d'encadrement, circonstances, les libertés fondamentales auxquelles on peut porter atteinte, et la responsabilité.
Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, j'aimerais bien avoir votre avis sur ces propositions que nous faisions. Alors, je vous réponds et puis s'il y a d'autres questions, on les prendra ensuite. N'hésitez pas à lever la main, comme ça je pourrai voir qui souhaite poser une question, sur Zoom. Par rapport à votre proposition, je me permets juste peut-être de répondre aussi à une des questions que vous aviez formulées, en introduction, à savoir, qu'est-ce qu'un droit fondamental ou une liberté fondamentale? C'est, un droit ou une liberté qui est contenu, qui est proclamé dans un texte, qui est contraignant pour les gouvernants, à savoir une constitution ou un texte supranational qui a été régulièrement ratifié. Et c'est également un droit ou une liberté qui va avoir une dimension juridictionnelle, qui va pouvoir recevoir une protection par un juge. C'est pour ça qu'on oppose très souvent les droits de l'homme, qui ont une dimension beaucoup plus philosophique et sociologique, aux libertés publiques, qui, elles, sont la résultante de la Troisième République, pour résumer, et ce sont des libertés qui sont protégées par la loi, et uniquement par la loi, à ce moment-là, pour faire face à l'administration et à son action. Et donc, les droits fondamentaux, c'est vraiment une création post-Seconde Guerre mondiale, avec la création de la justice constitutionnelle et de tout ce qui relève du développement supranational, de la coopération supranationale, notamment européenne. Donc, on est vraiment là-dessus. Et juste aussi, précision qui me semble extrêmement importante, la sécurité n'est pas un droit fondamental, la sécurité n'est pas une liberté fondamentale au sens juridique du terme. Politiquement, sans doute, puisque on voit en tout cas que la sécurité est avancée régulièrement comme une liberté fondamentale, voire la première des libertés. Juridiquement, on ne peut pas qualifier la sécurité de droit fondamental ou de liberté fondamentale dans cette théorie des droits et des libertés, même si, depuis 1995, dans les lois de programmation relatives à la sécurité, on a à l'article 1er de ces lois, la sécurité est un droit fondamental. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance ni constitutionnelle, ni dans un texte supranational et par aucun juge encore jusqu'à ce jour. Par rapport à votre proposition, la question sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, je crois qu'elle passe véritablement sur pourquoi, en tout cas, dans quel objectif et que voulons-nous voir dans notre Constitution. Si on regarde aujourd'hui l'application de l'état d'urgence, loi de 55 et même loi état d'urgence sanitaire 2020, on peut fonctionner avec un état d'exception législatif. C'est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'il faudrait peut-être avoir ce fonctionnement législatif, mais avoir un contrôle du Conseil constitutionnel en autosaisine ou avec, comme vous le proposiez aussi, un comité qui soit constitué de parlementaires, de magistrats, voire même peut-être de citoyens, d'experts, dans des domaines très très variés, pour accompagner la mise en œuvre de ces états d'exception et chaque prorogation. Ça pourrait être une des premières solutions qui permettrait de maintenir l'état d'exception à un niveau législatif. Cette position, elle est prônée par certains constitutionnalistes et notamment Olivier Beau, vous avez peut-être déjà lu, puisqu'il propose, lui en tout cas, que la Constitution reste un rang, en tout cas avec de textes sacrés très solennels, et qu'on permette l'exception par la loi, mais dans un cas évidemment extrêmement précis. Et il y a des travaux notamment d'un Américain qui s'appelle Bruce Ackerman, que vous avez peut-être également lu, qui lui propose que chaque prorogation d'un état d'exception soit accompagnée d'une élévation du seuil de majorité pour le proroger. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'au départ, ce serait une majorité simple quand on est vraiment dans la situation de gravité absolue où il faut réagir, mais que plus le temps passe, plus la prorogation doit être acceptée à une majorité de plus en plus importante. Et ça, ce serait très intéressant lorsqu'on regarde les seuils, ou en tout cas les votes au sein notamment de l'Assemblée nationale de la prorogation de l'état d'urgence, on peut se dire que cette solution-là, elle aurait été très utile parce que la prorogation du mois de mai, elle est adoptée à l'Assemblée nationale avec 40 députés sur les 577. Donc, des propositions comme celle-ci n'aurait pas permis en tout cas de proroger encore une fois. Donc,
Ça, c'est une première solution qui permettrait en tout cas de rester, de laisser l'état d'exception à un rang, législatif. Si en revanche, on estime qu'il faut absolument que dans la Constitution, il y ait, à la fois la proclamation de certains droits et de libertés et les possibilités de les compresser face à des situations de crise et tout à fait extraordinaires. À ce moment-là, il faut, ou en tout cas c'est ce que l'on peut proposer, il faudrait une mention de l'état d'urgence, alors sécuritaire ou sanitaire, à voir aujourd'hui, avec une définition extrêmement précise des conditions pour sa mise en œuvre. Oui, Non, monsieur Dupont-Moretti? Je croyais que vous vouliez intervenir. oui, oui, mais après, quand vous avez fini votre phrase. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la loi de 55, on peut la mettre en œuvre soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Calamité publique, peut-être que la crise sanitaire aurait pu entrer dans cette définition-là, ça n'a pas été le choix. Mais pour la première des conditions, péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, on peut estimer que c'est quand même assez confus. Donc si on doit penser la constitutionnalisation de l'état d'urgence, il faut absolument revoir en tout cas ce point-là pour essayer de le rendre le plus clair possible et éviter toute interprétation malheureuse dès lors que des gouvernants arriveraient au pouvoir avec d'autres intentions. Si on prend l'état d'urgence sanitaire, loi du 23 mars, la condition de mise en œuvre, c'est catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. C'est pareil, ça laisse quand même une marge d'interprétation assez vague. Donc, si on constitutionnalise, il faut vraiment que ce critère, ces conditions de mise en œuvre soient les plus expresses possibles. C'est toute la difficulté d'un texte constitutionnel de toute façon, c'est qu'il faut être à la fois précis et englobant. Ne pas être trop lâche, mais être quand même suffisamment clair pour éviter les dérives. Et puis ensuite, ce qui peut être très intéressant, c'est de permettre, dès la mention dans le texte constitutionnel, le garde-fou. C'est que le contrôle par le Conseil constitutionnel de l'application de l'état d'urgence et une intervention du Conseil constitutionnel au fil de l'application, type article 16 actuel, ce serait aussi très intéressant. En revanche, comme vous le mentionnez, préciser quelles libertés, quels droits peuvent être aménagés, c'est plus complexe de le prévoir sur le long terme. Le mentionner dans la Constitution, ce serait sans doute véritablement un piège, parce qu'on ne peut pas toujours prévoir face à certaines situations quelles vont être les exigences de réduction des droits et des libertés. À ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est donner les éléments les plus essentiels dans le texte constitutionnel, à savoir comment est-ce que cet état d'exception peut être mis en œuvre, qui va le contrôler, quand et au bout de combien de temps, et peut-être réactiver cette possibilité de contrôle. L'article 16, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est au bout de 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi, au bout de 60 jours, il est saisi de droit. C'est un ajout de 2008 et ça, c'est intéressant. Lorsqu'on a pensé la constitutionnalisation en 2015 de l'état d'urgence, à aucun moment on a prévu l'intervention du Conseil constitutionnel et ça aussi, c'est quand même assez surprenant. Donc, penser l'intervention du garde-fou avec ce Conseil constitutionnel, pourquoi pas un comité comme vous l'avez mentionné, et en revanche, renvoyer la précision de ces droits et de ces libertés qui peuvent être aménagés à une loi organique. Et pourquoi une loi organique? Parce que la loi organique, elle est automatiquement contrôlée par le Conseil constitutionnel et non pas une loi ordinaire qui est soumise à une saisine facultative du Conseil constitutionnel. Ça pourrait être intéressant. Mais il me semble que voilà, c'est la limite, je pense, par rapport à votre proposition, c'est juste l'énumération des droits et des libertés qui peuvent connaître un aménagement. Merci beaucoup, Philippe. Oui, j'avais, le débat théorique constitutionnaliste, je trouve, enfin, je ne maîtrise pas forcément tous les tenants et aboutissants, et je le trouve très intéressant. Moi, j'avais une question plus sur, finalement, à votre avis,
quelle est l'intention en fait de l'exécutif en fait? C'est-à-dire que finalement, ce que vous nous dites là, c'est que l'exécutif est tenté à un moment ou à un autre, soit dans des situations très exceptionnelles, soit dans la durée, de s'octroyer des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui peuvent être considérés comme dangereux pour les libertés publiques, en tout cas s'ils sont maintenus trop longtemps. Euh, voilà, donc moi ma question c'est pourquoi est-ce que l'exécutif fait ça? Parce que Et si je le soit savais, hein? si je le savais. Non, mais moi, ça me paraît être un élément clé parce que je veux dire, on est en train de dire à un moment donné, oui, mais si demain on avait un exécutif dangereux, alors ça pourrait être très grave. Sous-entendu, celui qu'on a aujourd'hui, il n'est pas dangereux, donc c'est pas grave. À partir de quel moment on considère que l'exécutif est dangereux et que ça devient grave? Et pourquoi est-ce que l'exécutif fait ça? Est-ce que c'est parce que tout exécutif a comme ça une volonté de pouvoir et que c'est inhérent à quelque exécutif que ce soit, qu'il soit illibéral ou pas, enfin qu'il ait des visions illibérales ou pas? Ou est-ce que la raison provient du fait que le fonctionnement, j'allais dire, un peu plus normal, c'est-à-dire s'appuyant sur des règles de droit, sur un contrôle législatif, et sur un contrôle légal par des tribunaux, euh, est inopérant et fonctionne mal. Autrement dit, est-ce que l'exécutif se dit finalement, si je laisse les juges décider, ça ne marchera jamais, quoi. C'est le bordel, quoi. Et si en plus, si je laisse les législatifs décider, ben, c'est les partis qui vont se taper les uns sur les autres et ça ne marchera pas non plus. Donc moi, c'est ça qui me tracasse un peu dans l'histoire, c'est que je me dis, dire, OK, on va mettre énormément de garde-fous, empêcher l'exécutif d'avoir plus de pouvoir dans des situations de ce type-là, c'est très bien, mais il faut alors en parallèle trouver tous les moyens qui permettent à la situation un peu plus normale de fonctionner. Sinon, sinon on ne résout pas quand même le problème de base, qui est comment on affronte le terrorisme et comment on affronte la crise sanitaire, qui est quand même le problème clé. Bien Voilà, sûr. c'est ça ma question. Mais je vous suis tout à fait sur l'idée tout d'abord que l'exécutif, par essence, a toujours envie d'avoir plus de liberté, de latitude d'action, sans avoir des empêcheurs de tourner en rond type parlementaire qui viennent le contrarier sur des précisions, des ajustements de sa volonté principale. Donc ça, je pense que c'est assez inhérent à tout exécutif, à tout pouvoir, cela étant. Mais on sait très bien que la 5e, elle a été construite pour restaurer le rôle de l'exécutif dans le texte. Et ensuite, la conjoncture a permis cette restauration qui a tellement bien fonctionné qu'en 2008, la révision, elle a été faite justement pour essayer de redonner du pouvoir au Parlement. Donc on voit bien que l'objectif a été atteint à tel point qu'il a fallu essayer de rééquilibrer dans l'autre sens. Mais le projet de loi qui a été déposé en décembre et qui a fait un tollé à tel point qu'il a été retiré quasiment tout de suite pour justement une gestion pérenne des états de crise, prévoyait l'état de crise sanitaire comme on le connaît aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire, pardon, et un état de crise sanitaire qui, lui, était déclaré par décret uniquement suite à réunion du Conseil des ministres et une prorogation dans le temps qui était, encore une fois, que par acte réglementaire, donc seulement entre les mains de l'exécutif. Et ne serait-ce que cette tentative de faire passer ce projet de loi, elle en dit long sur ce souhait d'avoir la latitude la plus large possible. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que cette envie d'avoir de plus en plus de pouvoir, elle est justifiée régulièrement, depuis d'ailleurs 2015, par l'idée qu'il faut aller vite. Et que si on fait jouer la démocratie et tous les outils et contrepoids démocratiques tels qu'ils sont permis, en tout cas dans le texte et en théorie, c'est trop long. Le Parlement, si le débat, c'est long, les amendements qui sont l'expression ultime de l'initiative législative des parlementaires, ça peut donner de l'obstruction parce qu'il y a tentative politique derrière, de récupération, les délais et la procédure, le passage en commission, l'examen article par article, etc. C'est trop long. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, quasiment plus aucune loi n'est examinée avec le principe de 2 lectures par chaque assemblée.
la procédure accélérée, une lecture par chaque assemblée, elle est quasiment automatique aujourd'hui, elle est toujours déclarée. Donc, on a, je pense, vraiment cette idée de il faut toujours aller très vite. Et la démocratie, elle est lente. Ça serait un petit peu ça l'idée. Lorsqu'il y a eu la prorogation de l'état d'urgence et différentes lois qui ont permis, soi-disant, de doter le droit commun ou le droit permanent d'outils qui permettraient la sortie de l'état d'urgence, c'est la loi de réforme pénale de juin 2016, puis la loi SILT, sécurité intérieure, d'octobre 2017. Ce qui était avancé, c'est que le fait d'aller saisir un juge pour que ce dernier se prononce, dans le cadre du code de procédure pénale, sur la base d'éléments de preuve, bah, c'était trop long, parce que déjà, il fallait le recueil d'éléments de preuve, et ensuite, il fallait que le juge estime s'il y avait effectivement des présomptions de culpabilité pour poursuivre les investigations et ensuite peut-être lancer une procédure. Alors que l'état d'urgence, si vous reprenez son texte, ne fonctionne que sur le principe de la dangerosité. Donc, on est déjà très loin de la culpabilité. On est dans une appréciation qui est beaucoup plus subjective, quand bien même les assignations à résidence se sont fondées sur des notes blanches. Mais on est sur la dangerosité. Et l'avantage de l'état d'urgence, c'est que c'était une décision d'une autorité de police administrative, ministre de l'Intérieur ou préfet, et que l'application, elle était immédiate. La perquisition, elle était décidée et elle était quasiment suivie des faits dans les heures qui suivaient. Alors qu'une perquisition au titre du Code de procédure pénale, effectivement, ça va aller un tout petit peu plus lentement. Mais on peut se demander à ce moment-là comment est-ce qu'on a envie aussi que les choses fonctionnent. Donc là où je vous rejoins, c'est que si on dotait la justice d'autres moyens, d'avoir en tout cas une possibilité, si on multiplie le nombre de juges qui permettent l'instruction dans les forces de police, etc., évidemment, les choses seront plus faciles. Donc on a l'impression qu'on constate un problème et qu'au lieu de donner les solutions pérennes pour l'affronter, on est au contraire dans le choix de ce qui est immédiatement possible, donc on revisite les choses et on change les équilibres fondamentaux. Ce n'est plus le juge judiciaire qui décide de l'aménagement des libertés, c'est l'autorité de police administrative. Et à ce moment-là, on trouve tous les moyens possibles pour justifier cette perversion des équilibres. Et pour aller après sur un autre point de votre réflexion, on s'aperçoit que dans d'autres États, on est aussi dans des volontés des exécutifs d'avoir les mains libres de manière assez facile, mais les équilibres, ou en tout cas la domination politique de l'exécutif, elle est moins flagrante. Regardez là encore en Italie avec la démission de Giuseppe Conte. On est quand même dans des fragilités dans les autres régimes parlementaires qui nous entourent, et qui mettent les exécutifs quand même face à des exigences de rendre compte qui sont très différentes de celles qui existent en France. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou vous voulez des précisions? Je vous propose qu'on prenne une dernière remarque là, qui a été déposée par Arthur et qu'après, on se donne peut-être comme objectif d'y répondre assez rapidement pour clôturer autour de 20. Arthur posait la question, enfin plutôt propose la réflexion de la technocrature qui, si j'essaye de comprendre un petit peu le sens, et Arthur, peut-être pourriez-vous repréciser, j'imagine qu'on parle là, par exemple, du Conseil de défense, et dans quelle mesure est-ce que la science et la technique a remplacé finalement le choix démocratique, le pouvoir démocratique, et donc quelle légitimité d'un régime dont finalement l'essence viendrait non plus d'un choix démocratique, mais d'un comité scientifique qui prend les décisions et d'un pouvoir exécutif au pouvoir renforcé. Je ne sais pas si dans d'autres pays, le système est relativement similaire et d'un point de vue institutionnel, est-ce sain? La question se pose. Je réponds ou la personne veut... Je précise simplement ce que je voulais dire. J'aime bien votre interprétation, Adrien. En fait, je parle de technocrature par rapport à la technique, plutôt sur un plan d'organisation fonctionnelle du système dans lequel nous vivons et de la société dans laquelle nous évoluons. À partir du principe que depuis les années 40-50, le monde s'est drastiquement transformé, qu'on vit dans un monde tout à fait nouveau, quand bien même on a besoin de se référer aux penseurs de l'Antiquité pour pouvoir le comprendre, avec donc les ordiphones qui nous permettent
de se connecter, aujourd'hui de se parler alors que nous sommes sous couvre-feu et que nous avons été sous confinement. Dans l'idée que plusieurs mesures qui ont été prises qui ont été votées et plusieurs applications comme Santi-Covid ou là, par exemple, l'application que nous utilisons, Zoom, qui provient d'un système qu'on qualifie ici de système totalitaire ou de dictature, qui dirige ces masses à l'aide d'un système de surveillance particulièrement performant et vers lequel on se dirige dans nos sociétés occidentales, car on est suivi, tracé, écouté, enregistré pour en fait en partie lutter contre les dispositifs terroristes. C'est le droit à la vie privée finalement, quoi. C'est ça. En effet, il y a une dimension scientifique dans l'idée que tous les entrepreneurs, comme les multimilliardaires Elon Musk et autres, que je compare un peu à des pharaons dans l'idée moderne, ont créé des machines sans lesquelles on ne peut plus fonctionner, et que c'est cette science qui a un impact sur nos vies et qui va nécessairement impacter les décisions du système exécutif. Et dans l'autre science, il y a la santé, qui aujourd'hui décide éventuellement, par exemple, d'un reconfinement. Et moi, technocrature, c'est vraiment que tous les technocrates mettent en place, par les nouvelles technologies, une nouvelle forme de système politique à l'aide des nouvelles technologies, en fait. Sur le calque d'autres systèmes comme la Chine. Merci beaucoup, Arthur. Je ne sais pas si Karine, vous avez un avis. Oui, mais je partage votre vision avec, vous mentionnez la Chine en dernier lieu, mais on a quand même commencé à penser la reconnaissance faciale pour délivrer un permis de conduite, non plus un permis de conduire, mais un permis de conduite des bons ou des mauvais citoyens. Donc, ça fait évidemment réfléchir à la société que l'on souhaite avoir. Votre question, elle est très intéressante et elle me permet en plus de répondre à une des autres question que vous m'aviez posée, Adrien, à savoir finalement comment on peut envisager les choses et est-ce qu'on a le temps et le droit de s'interroger aussi parfois avant de réagir et est-ce que le gouvernement peut le faire. C'est que je crois que tout ce débat, il nous ramène quand même à la question tout à fait fondamentale de quel est le contrat social que nous voulons aujourd'hui créer. On voit très bien avec le terrorisme et aujourd'hui avec l'état d'urgence sanitaire qu'on est dans un choix entre la rationalité instrumentale et la rationalité politique dans notre société. La rationalité instrumentale, elle est aisée. On aura toujours un expert qui nous proposera la solution efficace. Aujourd'hui, la technologie le permet dans tous les domaines et on voit très bien aussi, on a un conseil scientifique ces derniers jours qui lui prône le blackout de nouveau parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, les moyens techniques et les méthodes pour trouver une solution et que ça fonctionne, elles existent. On peut être tous sur surveillance tout le temps, bon bref, voilà. Donc la rationalité instrumentale dans une société, sous l'angle de l'expert et sous l'angle de l'efficacité, elle est tout à fait possible. La seule chose qui va permettre de la laisser envahir ou pas notre espace, c'est la rationalité politique. Et à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on souhaite, ou quelle société, quel sens commun nous souhaitons mettre en place au quotidien avec nos gouvernants et nos semblables. Et c'est là où le choix est beaucoup plus difficile. Et c'est là où aujourd'hui, on sent qu'on est quand même dans une spirale qui ne nous permet plus d'interroger ce sens commun. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on est tiraillé et on a peur. Ça m'a fait sourire tout à l'heure quand vous repreniez la remarque sur la naïveté, mais on a peur de se poser comme celui qui va empêcher en fait l'efficacité de la solution de véritablement fonctionner. Aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ces décisions qui sont prises, ce sont surtout des experts qui rédigent les lois et qui proposent des solutions. On a un conseil scientifique, on a un conseil de défense, après on ne sait pas quel est le résultat, mais le gouvernement a mis en place une commission indépendante composée de personnes certifiées pour proposer une nouvelle écriture de l'article 24 de la loi sécurité globale.
qui, quand, comment. On a un collectif citoyen qui a été nommé pour essayer d'analyser la campagne vaccinale. Les parlementaires ont hurlé à la destitution de leur pouvoir, mais on se dit pourquoi 30 personnes pour ça à ce moment-là? On a quand même aussi un confusionnisme très très fort au niveau de la prise de décision qui permet de se demander quelle est finalement la place de nous en tant qu'individus et de notre choix politique lorsqu'on va voter pour un parlementaire, un député par rapport à cela. Donc évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que toute crise, de toute manière, et les historiens nous le disent de manière très très claire, mais toute crise amène la société à s'interroger sur les problèmes qu'elle a surtout voulu cacher pendant très très longtemps. Et on a parlé de la justice tout à l'heure avec la question de M. Zaouti, mais on peut tout à fait parler de l'état de nos hôpitaux par rapport à la crise sanitaire. Donc le terrorisme, il a mis le doigt à partir de 2001, mais surtout de 2015 sur le sol français, sur tous nos problèmes. L'école, l'éducation, les valeurs de la République, les prisons. Tout était dit déjà, sauf que évidemment, il y a deux solutions. C'est soit on fait un travail de fond pendant des années avec un coût, et ça sera lent parce qu'il faudra du temps, ou alors on va dans l'efficacité immédiate, l'expert, et on trouve la solution qui va permettre de mettre un petit pansement, mais qui ne tiendra pas très longtemps. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur un nouvel ennemi, mais qui finalement a tout à fait les traces du premier, c'est-à-dire qu'il vient de l'intérieur, il est partout, et donc il nécessite que nous soyons tous en guerre. Ça, c'est quand même aussi un des messages qui passe et qui est extrêmement frappant, c'est que nous sommes en guerre, nous l'avons été contre le terrorisme, apparemment la guerre n'est pas gagnée, hein, mais nous le sommes encore contre un virus, et la guerre semble difficile à gagner, et à chaque fois, nous devons être en guerre, mais vivre. Enfin, c'est très surprenant quand même comme message. Et comme nous sommes en guerre, pour continuer à vivre, nous devons réduire nos libertés. C'est quand même le message qui est passé de manière officielle. C'est pour continuer à vivre, restez chez vous. Bon, ça demande quand même une réadaptation des choses, mais je consens tout à fait le fait que la technique, technocrature, technicité est venue réinterpréter et réinterroger notre conception aujourd'hui de notre contrat social. Merci beaucoup, Karine Rodier. Ça me fait étrangement penser comme conclusion à la phrase de Francis Blanche, dans un tout autre contexte. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. C'est un petit peu la conclusion à laquelle vous arrivez. Et je me permets, au nom de Vincent de 2 ans de progrès, de vous remercier sincèrement pour cet échange que j'ai trouvé très instructif sur le fond. Ça nous permet de mettre des définitions sur des mots que l'on entend quotidiennement sur BFM, de mettre un peu de profondeur dans les débats et aussi dans le regard international, de valider quelques points de la note que nous avons commise et aussi d'ouvrir sur beaucoup de sujets. Vous avez parlé des différents conseils scientifiques ou de la société civile. On travaille également beaucoup aussi sur les fameuses conventions citoyennes et ce qui réinterroge aussi les questions de souveraineté nationale versus souveraineté populaire. Ce sont pourtant des fondements de notre contrat social. Vous réinterrogez le contrat social, nos libertés, la technologie. Merci beaucoup pour cette ouverture qui nous donne plein de sujets à moudre qui sont déjà dans beaucoup d'endroits, puisque beaucoup de conférences ont lieu sur ce même sujet. Un très grand merci pour votre participation, pour votre disponibilité. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.